m'appelle Gabriel Carter. Je suis le capitaine du navire de recherche océanographique le plus avancé jamais construit par l'homme, l'Abyssal Explorer. Notre mission était simple en apparence, étudier les profondeurs inexplorées de la fosse des Noyers. Là où le soleil ne pénètre jamais et où la pression est telle, qu'elle défie toute logique humaine. Nous avions une équipe compétente et dévouée. Le docteur Elodie Storn, renommée pour sa passion et ses connaissances approfondies en géologie des profondeurs marines. Elle avait passé des années à étudier les formations rocheuses sous-marines et les processus géologiques qui façonnent les fonds océaniques. Son obsession pour les mystères géologiques la poussait à explorer des endroits où peu de gens osaient s'aventurer. Ensuite, il y avait l'ingénieur en chef, Michael Fitzgerald, bien que jeune, avait déjà démontré une ingéniosité et une intelligence exceptionnelles. Il avait la capacité de résoudre des problèmes complexes sous pression, littéralement et métaphoriquement. Son rôle en tant qu'ingénieur en chef consistait à assurer le bon fonctionnement de tous les systèmes du navire, des moteurs aux équipements de recherche avancés. Melissa Davis, une biologiste marine dont l'enthousiasme pour la découverte de nouvelles formes de vie sous-marine était non seulement contagieuse, mais aussi essentielle pour l'expédition. Elle était constamment en quête de nouvelles espèces, et de comportements inédits dans l'écosystème des grandes profondeurs. Et enfin, Antoine Miller, le pilote du mini-submersible, doté de plus de 20 ans d'expérience dans la navigation sous-marine. Reconnu pour son sang-froid exceptionnel et ses compétences avancées en pilotage. Sa carrière est marquée par de nombreuses missions réussies, où il a démontré une maîtrise remarquable des techniques de navigation sous les mers. Notre descente dans les abysses a commencé comme prévu. Le silence de ces profondeurs était presque angoissant, brisé seulement par le son régulier des moteurs du navire. Les premiers jours se sont déroulés sans incident majeur, à part quelques ajustements mineurs pour s'adapter aux conditions toujours changeantes de la pression. Puis, une nuit, alors que nous étions à une profondeur inédite, quelque chose d'étrange est arrivé. C'était comme un battement de cœur lent et régulier, émanant de quelque part dans les profondeurs inconnues devant nous. Elodie et Melissa étaient fascinées par ce mystère. Michael, quant à lui, semblait plus inquiet. Il avait une intuition troublante que quelque chose n'allait pas. Nous avons décidé de suivre le signal, curieux de découvrir sa source. Plus nous nous enfoncions dans l'obscurité, plus le signal devenait fort et incessant. C'était comme si nous étions attirés vers quelque chose qui ne voulait pas être découvert. Après des heures de navigation silencieuse, nous avons finalement atteint une caverne rocheuse. C'était comme si une grande cavité s'ouvrait devant nous, éclairée faiblement par les lumières du navire. C'est là que nous l'avons vue. Une créature étrange et inconnue, d'une taille gigantesque et d'une forme indistincte, flottant immobile au centre de la cavité. Elodie, prise par la fascination, a insisté pour que nous nous approchions. Melissa a tenté de dissuader Elodie, préoccupée par la sécurité de l'équipe. Michael était de plus en plus nerveux, insistant sur le fait que nous devrions faire demi-tour. Mais j'ai pris la décision en tant que capitaine de nous approcher davantage, aveuglés par la soif de découvrir quelque chose de révolutionnaire pour la science. Nous avons envoyé Antoine avec le mini-submersible pour étudier la créature de plus près. Les images que nous avons capturées étaient à la fois fascinantes et terrifiantes. La créature ressemblait à une sorte de méduse géante, mais elle était entièrement rouge sang, avec des appendices tentaculaires qui semblaient battre lentement dans l'eau. Nous avons pris des échantillons de son tissu et de l'eau environnante, mais rien ne pouvait nous préparer à ce qui allait suivre. Pendant que nous étions absorbés par nos analyses, quelque chose d'impensable s'est produit. La créature a commencé à se déplacer, ses tentacules s'étendant lentement vers Antoine et le mini-submersible. Les images vidéo ont montré une agitation soudaine à bord du sous-marin, puis l'écran est devenu noir. Nous avons perdu tout contact avec le mini-submersible. Le silence qui s'est abattu sur l'Abyssal Explorer était écrasant. La peur s'est installée parmi nous comme un froid glacial. Nous avons tenté de rétablir le contact, mais en vain. Le mini-submersible et Antoine semblaient avoir disparu dans les profondeurs inconnues. Les heures suivantes ont été floues, emplies de confusion et de chagrin. Nous avons débattu de ce que nous devions faire. Michael a insisté pour que nous remontions immédiatement à la surface, mais Elodie et Melissa refusaient de partir sans essayer de comprendre ce qui s'était passé. J'étais pris entre le devoir de protéger mon équipage et le désir de résoudre le mystère de cette créature. Finalement, la décision a été prise de poursuivre notre mission, bien que notre cœur soit alourdi par la perte de notre collègue. Nous avons continué à collecter des échantillons, à cartographier la région et à observer silencieusement les profondeurs qui semblaient nous observer en retour.
Les jours qui ont suivi ont été frappés par des événements étranges. Des bruits résonnaient à travers la coque pendant la nuit. Des silhouettes sombres semblaient se déplacer derrière nous, mais quand nous nous retournions pour les regarder, il n'y avait rien. Élodie a commencé à montrer des signes de détresse mentale, obsédée par la créature rouge sang. Elle restait des heures dans le laboratoire, fixant les écrans ou les images de la méduse géante qui continuait de tourner en boucle. Mélissa tentait de la réconforter, mais ses propres nuits étaient troublées par des cauchemars et des visions de l'événement fatal. Michael devenait de plus en plus distant, passant la plupart de son temps dans la salle des machines. Je l'ai surpris plusieurs fois en train de regarder fixement les écrans de surveillance des moteurs, comme s'il cherchait quelque chose qui n'était pas là. Pendant ce temps, je luttais pour maintenir la cohésion de l'équipage. Le poids du commandement pesait lourdement sur mes épaules, aggravé par le sentiment de culpabilité pour avoir conduit mon équipe dans cette situation dangereuse. Les jours se sont transformés en semaines, et notre état mental s'est détérioré encore plus. Les hallucinations étaient devenues monnaie courante, la frontière entre la réalité et le cauchemar devenant floue. Des voix chuchotaient dans nos têtes, nous accusant d'avoir réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi dans les profondeurs. Un matin, nous avons trouvé Élodie dans le laboratoire, immobile devant les écrans. Elle nous avait quittés dans son sommeil, mais son visage portait une expression de terreur figée. Ces derniers mots étaient griffonnés sur un carnet à côté d'elle, le sang des noyés, il coule maintenant dans nos veines. Nous avons pris la décision de remonter à la surface après cela, même si nous n'avions pas encore atteint notre objectif scientifique. Le navire semblait lui-même résister à notre départ, ses moteurs grondant comme s'ils protestaient contre notre fuite. Le voyage de retour a été un vrai cauchemar. Chaque bruit semblait nous menacer de nous engloutir dans les profondeurs. Michael passait des heures à inspecter chaque centimètre du navire, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pourrait jamais trouver. Mélissa et moi, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. La perte de nos amis avait créé un fossé entre nous, rempli de regrets et de souvenirs d'un passé qui semblait appartenir à une autre vie. La nuit suivante, je fus réveillé par un bruit sourd et rythmé, semblable à un battement de cœur, résonnant à travers la coque du navire. Le son me glaça le sang, me rappelant le signal sonar qui nous avait attirés dans les abysses. J'ai couru vers la salle des machines, où j'ai trouvé Michael les yeux grands ouverts, fixant un point dans l'ombre, ses lèvres remuant en un murmure incompréhensible. Des gouttes de sang tombaient de ses narines, traçant des lignes sur son visage. Le matin suivant, nous avons découvert le corps de Michael, pendu dans la salle des machines. Le mur derrière lui était couvert de messages écrits dans son propre sang. Mélissa et moi étions terrifiés et bouleversés, mais il n'y avait personne pour nous aider. Nous étions seuls, piégés sur notre propre navire. Nous avons tenté de continuer notre route vers la civilisation, mais les horreurs se poursuivaient. Mélissa s'est approchée de moi, les yeux écarquillés par la peur. Elle m'a tendu un carnet, celui d'Élodie, rempli de dessins et de notes incroyables sur la créature rouge sang. Une phrase revenait sans cesse, le sang des noyés. Mélissa avait compris quelque chose d'horrible que je ne voulais pas entendre. Mais ses yeux, empreints d'une terreur viscérale, m'obligèrent à écouter. Elle avait lu dans les notes d'Élodie que la créature n'était pas simplement un être vivant. C'était une manifestation, une incarnation des âmes perdues dans les abysses, une entité faite de sang et de souffrance, attirée par les vies humaines pour les entraîner dans son royaume sombre et éternel. Nous avions éveillé cette chose et elle ne nous laisserait jamais partir. Les nuits suivantes furent un tourbillon de terreur et de folie. Mélissa, autrefois si forte, succomba peu à peu à l'appel de la créature. Un matin, je l'ai trouvée dans le laboratoire, se tailladant les veines avec un scalpel, des larmes coulant sur ses joues. Elle me regarda, un sourire dément sur les lèvres, avant de me murmurer « Maintenant, nous appartenons à l'abîme des noyés ». Puis elle s'effondra, son sang se mêlant à l'eau de mer sur le sol. Seul, désespéré, je naviguais vers ce que je pensais être notre salut, mais l'océan semblait s'étendre à l'infini, une prison liquide. Chaque nuit, les battements de cœur résonnaient plus fort, et je pouvais presque sentir les tentacules froides de la créature se resserrer autour de moi. Le dernier jour, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. La folie avait pris le dessus. J'ai griffonné mes pensées, mes regrets, mes peurs dans le carnet d'Élodie. Chaque mot, chaque phrase était une confession de l'horreur que nous avions réveillée. Le soleil se couchait une dernière fois, baignant le pont du navire d'une lueur écarlate. Alors que l'obscurité envahissait l'horizon, je sentis une présence derrière moi. Je savais ce qui allait arriver. La créature nous avait tous réclamés.
Son appel était irrésistible, son emprise inévitable. J'ai posé le carnet sur le pont, une dernière note pour quiconque trouverait l'abyssal explorer. Je m'avançais vers le bord du navire, le cœur lourd de regrets et d'effroi. La mer Noire s'étendait devant moi, froide et infinie. Je savais que j'étais le dernier à rejoindre les âmes perdues. La créature m'attendait, ses tentacules prêts à m'engloutir. Avec un dernier soupir, je me laissa tomber dans les abysses, disparaissant dans l'obscurité éternelle de la fosse des noyés. Nous avions découvert l'inconnu, mais c'est l'inconnu qui nous a dévorés. J'ai perdu mon père quand j'étais jeune. Cette perte a profondément marqué ma vie et celle de ma mère, Margaret. Mon père, Robert, était un homme calme et aimant, un contraste frappant avec la personnalité dominante de ma mère. Je n'avais que 6 ans quand il est décédé d'un accident de voiture. Mes souvenirs de lui sont flous mais précieux. Je me rappelle des promenades dans le parc, de ses histoires racontées avant de dormir, et de la manière douce dont il me tenait la main. Sa disparition a laissé un vide immense, non seulement dans ma vie, mais aussi dans celle de Margaret. La mort de mon père a transformé ma mère. Elle est devenue à la fois plus protectrice et plus exigeante, comme si elle devait compenser l'absence de Robert en redoublant d'efforts pour assurer mon avenir. Sa peur de me perdre à son tour a probablement exacerbé son besoin de contrôle. Depuis la mort de mon père, j'ai toujours eu une relation complexe avec ma mère. Elle a toujours été une figure dominante dans ma vie, une présence étouffante qui oscillait entre l'amour et des accès de colère imprévisibles. Ma mère semblait omniprésente, comme si elle essayait de modeler chaque aspect de ma vie selon ses attentes. Dès mon plus jeune âge, elle était là pour m'aider avec mes devoirs, choisir mes amis et décider de mes activités parascolaires. Si je réussissais, c'était souvent perçu comme une victoire pour elle, mais si j'échouais, sa déception était palpable et accompagnée de reproches. Mais récemment, quelque chose a changé. Ça a commencé par de petits détails, des remarques subtiles qui semblaient innocentes au début, mais qui ont pris une tournure sinistre. Je me suis rendu compte que ma mère ne me voulait pas seulement près d'elle par amour maternel, mais qu'elle voulait me garder près d'elle à tout prix depuis la mort de mon père. Cela a commencé par des appels fréquents, des invitations répétées à dîner, des cadeaux inattendus qui semblaient presque forcés. Au début, j'ai pensé que c'était juste sa manière maladroite de montrer son affection. Mais à mesure que les semaines passaient, les choses ont commencé à devenir de plus en plus étranges. Un soir, alors que j'étais en train de ranger des papiers dans mon appartement, j'ai entendu la sonnerie de la porte. J'ai ouvert pour découvrir ma mère debout là, un sourire chaleureux sur son visage. Elle avait apporté un plat de lasagne, mon plat préféré depuis l'enfance. J'ai accepté, un peu mal à l'aise par son arrivée non annoncée, mais j'ai essayé de ne pas faire de vagues. Elle s'installa comme si c'était tout à fait normal, comme si elle se croyait chez elle. Les visites de ma mère sont devenues de plus en plus fréquentes. Elle a commencé à remarquer des choses chez moi, des détails sur la façon dont j'organisais mes affaires, sur ce que je mangeais. Elle semblait toujours un peu trop intéressée par ma vie quotidienne, comme si elle voulait s'assurer que je ne m'éloignais pas d'elle. Je commençais à me sentir piégé, comme si chaque geste que je faisais était scruté par ses yeux attentifs. Un jour, j'ai retrouvé des coupures d'articles de journaux dans ma boîte aux lettres. Ils parlaient d'accidents, de meurtres, d'incendies criminels. Tous avaient un point commun, ils s'étaient produits dans des endroits où j'avais été récemment. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ma mère et à ses visites de plus en plus fréquentes. Je commençais à me méfier d'elle. Chaque geste gentil, chaque cadeau, chaque plat qu'elle cuisinait m'angoissait. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elle essayait de me garder près d'elle pour une raison plus lugubre que l'amour maternel. Ses expressions faciales semblaient parfois se figer dans un sourire forcé, ses yeux paraissaient malicieux quand elle me regardait. Un soir, alors que nous étions assis à dîner, elle a mentionné de manière presque nonchalante combien il était dangereux de vivre seul dans une grande ville comme celle-ci. Ce commentaire apparemment innocent était chargé de sous-entendus. Je savais qu'elle faisait référence à mon désir récent de déménager et de vivre de manière indépendante. Elle a dit que j'aurais besoin de quelqu'un pour veiller sur moi, pour m'assurer que je suis en sécurité. C'était comme si elle plantait une graine dans mon esprit, une graine de peur qui commençait à germer. Les nuits étaient les pires. Je ne dormais pas bien, hanté par des rêves dans lesquels ma mère me poursuivait, un couteau à la main. Je me réveillais en sueur, regardant autour de moi dans l'obscurité, presque certain que j'entendais des pas furtifs dans le couloir. Parfois,
Je pensais voir une silhouette se faufiler hors de ma chambre alors que je me réveillais en sursaut. J'ai commencé à faire des recherches discrètes sur ma mère. J'ai découvert des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Des histoires de familles déchirées, de secrets enterrés. Rien de tout cela ne semblait concorder avec la mère aimante que j'avais connue, et pourtant, chaque pièce semblait s'emboîter, formant une image troublante. Je devais partir. C'était devenu une certitude dans mon esprit. Mais chaque fois que j'essayais de m'éloigner, quelque chose se passait. Une maladie soudaine, une urgence familiale, des événements qui semblaient être des coïncidences étranges mais qui me retenaient toujours. Un jour, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était tremblante, pleine d'émotion. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me voir, qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. J'ai hésité, mais j'ai finalement accepté d'aller la voir. Elle était assise là dans la cuisine, les mains tremblantes, les yeux remplis de larmes contenues. Je me suis assis en face d'elle, et elle a commencé à parler d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle a parlé de solitude, de peur de perdre ce qu'elle aimait. Elle a dit qu'elle voulait que je reste près d'elle pour la protéger, pour nous protéger tous les deux. Ses paroles étaient désespérées, chargées d'une émotion que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Puis elle a sorti quelque chose de son sac à main. Un couteau de cuisine, le même couteau avec lequel elle avait préparé les lasagnes ce soir-là. Elle l'a posé sur la table, regardant fixement dans mes yeux. Sa voix était faible quand elle a murmuré « Je ne peux pas te laisser partir, je ne peux pas te laisser me quitter ». J'ai reculé, la peur me paralysant. Je ne savais pas quoi faire. Ma mère, celle qui m'avait élevé, était assise en face de moi avec un couteau à la main, les yeux brillants d'une détermination mêlée à une tristesse profonde. Je pouvais sentir sa détresse, son désir obsessionnel de me garder près d'elle. C'est alors que j'ai compris. Ma mère avait développé une obsession maladive pour moi, une obsession qui l'avait conduite à commettre des actes impensables pour me retenir près d'elle. Ses visites, ses cadeaux, tout cela n'était qu'un moyen de maintenir son emprise sur moi. Et maintenant, elle était prête à aller encore plus loin. Je me suis levé lentement, essayant de paraître calme malgré la peur qui grandissait à l'intérieur de moi. Je lui ai dit des mots rassurants, des promesses vides pour essayer de la calmer. Elle semblait vaciller, ses mains serrant toujours le couteau avec une force incroyable. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait un pas en arrière, prêt à fuir. C'est alors que des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je me suis retourné mais avant que je ne puisse fuir, j'ai senti une douleur terrible dans mon dos, une brûlure intense qui s'est rapidement propagée à travers mon corps. Je me suis effondré au sol, la vision troublée, le souffle coupé. J'ai essayé de me retourner pour la voir, mais la douleur me clouait au sol. Le goût du sang envahissait ma bouche, et je pouvais sentir le liquide chaud s'échapper de ma blessure, se répandant sur le parquet. La pièce semblait rétrécir, et les murs se rapprochaient de moi. Elle était là, debout au-dessus de moi, le couteau rougeoyant sous la lumière de la cuisine. Son visage était tordu par un mélange d'émotions contradictoires, amour, haine, tristesse. Elle s'est penchée, son souffle saccadé. Je pouvais entendre son murmure, même si les mots se perdaient dans le bourdonnement croissant de mes oreilles, je les comprenais encore. Je ne peux pas te laisser partir, je ne peux pas te laisser me quitter. Chaque seconde passée à observer son visage se transformait en une éternité. Je pouvais sentir la vie s'échapper de moi, chaque battement de cœur plus faible que le précédent. Ma vision s'obscurcissait de plus en plus. J'ai tendu une main tremblante vers elle, non pas en quête de secours, mais comme un dernier appel désespéré à une once d'humanité, d'amour, de compréhension. Mais elle est restée là, à me regarder mourir sans dire un mot, sa main agrippant toujours le manche du couteau. Le monde autour de moi se dissipa dans un voile rougeâtre. Les souvenirs de moments heureux, de rires partagés, se mêlaient aux images sanglantes de cette nuit. Ma mère, celle qui m'avait autrefois bercé et réconforté, était devenue mon bourreau. Aujourd'hui, nous décidons de partir à l'aventure sur le mont Endless. Le nom lui-même devrait nous avertir et nous mettre en garde, mais notre soif de sensations fortes l'emporte sur la prudence. Nous sommes 6, Eric, le leader autoproclamé du groupe, Julie, sa copine timide mais tenace, Marc, le clown de la bande, Sophie, la courageuse toujours prête à défier les dangers, Philippe, le nouveau venu qui cherche à s'intégrer, et moi, Franck, l'observateur silencieux. Le mont Endless est réputé pour ses sentiers tortueux et ses falaises vertigineuses. Pourtant, peu de gens s'y aventurent à cause
sujet, des disparitions inexpliquées, des cris dans la nuit, des lumières mystérieuses aperçues au sommet. Des histoires, bonnes pour effrayer les enfants, pensons-nous, prêts à prouver que nous n'avons peur de rien. Nous partons tôt ce matin, armés de sacs à dos remplis de provisions, de lampes de poche, et de nos téléphones portables. Le chemin au début est bien balisé et facile à suivre. Les rires fusent, les blagues fusent, et la camaraderie nous fait oublier la fraîcheur croissante à mesure que nous montons. Après quelques heures de marche, nous arrivons à une clairière, une sorte de point de non-retour. Eric, notre meneur, suggère de faire une pause. Nous nous installons sur des rochers, savourant un déjeuner bien mérité. Marc en profite pour nous raconter une blague, essayant de nous faire rire. C'est à ce moment-là que Sophie remarque quelque chose d'étrange. Au bout de la clairière, un vieux sentier à moitié caché par la végétation semble mener plus haut, hors des sentiers battus. Allons voir, propose Sophie. Eric, toujours en quête de défi, accepte immédiatement. Les autres suivent, certains réticents, mais personne ne veut être celui qui reste derrière. Ainsi, nous nous engageons sur ce sentier abandonné. Rapidement, l'atmosphère change. Le silence oppressant des bois enveloppe nos pas, et les arbres semblent se resserrer autour de nous. La lumière du jour faiblit, filtrée par le dense feuillage. Après une heure de marche, nous débouchons sur une petite vallée cachée. Un ruisseau coule doucement, son murmure semblant plus inquiétant qu'apaisant dans cette solitude forestière. Nous décidons de camper ici pour la nuit. Le soleil disparaît derrière les montagnes, teintant le ciel de couleurs sombres et menaçantes. Alors que nous montons les tentes, une étrange sensation de malaise s'insinue en moi. Quelque chose ne va pas. Après avoir fini de monter les tentes, nous nous asseyons autour du feu de camp, nous racontant des histoires de fantômes pour nous divertir, essayant de dissiper la tension palpable. C'est alors que nous entendons le premier cri. Un hurlement lointain, mais distinct, qui semble provenir des profondeurs de la forêt. Qu'est-ce que c'était ? Demande Julie effrayée. Probablement un animal, répond Eric. Un autre cri déchire la nuit, plus proche cette fois. Nous nous levons tous en même temps, les regards cherchant désespérément l'origine du bruit. Le troisième cri est le plus terrifiant. Il semble venir de juste derrière notre campement. Sans réfléchir, nous attrapons nos lampes de poche et partons en direction du bruit. Le faisceau de ma lampe balaie les arbres, créant des ombres se déplaçant entre les branches. Philippe trébuche et tombe. En l'aidant à se relever, je remarque quelque chose sur le sol. Une traînée de sang. Mon cœur s'emballe. D'autres lampes éclairent la scène, révélant une piste sanglante menant plus loin dans les bois. On doit partir d'ici tout de suite, dit Marc, la panique évidente dans sa voix. Eric hésite, mais la peur générale l'emporte. Nous retournons vers notre campement, mais quelque chose s'est passé. Les tentes sont renversées, les sacs à dos éventrés, et nos provisions éparpillées. Qui aurait pu faire ça ? Demande Sophie horrifiée. Avant que quiconque puisse répondre, un autre cri retentit, cette fois si proche qu'il semble être juste derrière nous. Nous prenons la décision de partir immédiatement, abandonnant nos affaires. La panique s'empare de nous tandis que nous courons à travers les bois, mais chaque direction que nous prenons semble nous ramener à notre point de départ. La forêt est un labyrinthe sans fin, sans issue. Julie trébuche et hurle de douleur. Son pied est pris dans un piège à l'eau rouillée, caché sous un tas de feuilles. Le sang coule abondamment de sa blessure. Nous essayons de l'aider, mais nous n'y arrivons pas. Le piège est bien trop serré. Un craquement de branches se fait entendre. Quelque chose nous observe, j'en suis certain. C'est alors que nous voyons des yeux. Brillants dans la nuit, 2 yeux jaunes nous fixent depuis l'obscurité. Il est devant nous, se rapprochant lentement. Eric se met à hurler pour essayer de l'effrayer, mais il est déjà trop tard. Une silhouette bondit de l'ombre, frappant Philippe avec une force inhumaine. Il tombe au sol, son cri coupé net. Les autres se dispersent dans une panique désespérée. Marc et Sophie disparaissent dans la forêt, tandis qu'Eric reste auprès de Julie, essayant encore de la dégager du piège. Je cours sans me retourner, les branches fouettant mon visage. Mon souffle se fait plus court, mais l'adrénaline me pousse à continuer. J'entends un autre cri, plus lointain cette fois, suivi d'un silence terrifiant. Je m'arrête, écoutant chaque bruit autour de moi.
La lune éclaire faiblement la clairière devant moi. En son centre, une ancienne cabane de chasse en ruine se dresse, un refuge potentiel. J'y cours, espérant que ces murs fragiles pourront me protéger. L'intérieur est poussiéreux, plein de toiles d'araignées et de vieilles planches pourries. Je m'arme d'une hache rouillée, trouvée dans un coin de la cabane, même si je doute de son efficacité. La nuit semble interminable. Les heures passent, et l'angoisse grandit. Puis, à l'aube naissante, le silence se fait plus lourd, plus oppressant. Soudain, la porte de la cabane s'ouvre avec fracas. Une silhouette se tient là, énorme et menaçante. Son visage est caché par un masque terrifiant, ses yeux jaunes brillant d'une lueur démoniaque. La hache tremble dans mes mains, mais avant que je ne puisse faire quelque chose, la créature se jette sur moi. Nous luttons, mais sa force est surhumaine. Elle m'écrase contre le sol, et je sens la vie me quitter peu à peu. Juste avant de sombrer dans l'obscurité, je vois une autre silhouette entrer dans la cabane. Eric. Il tient une torche, ses yeux remplis de rage, et en même temps de peur. La torche frappe la créature, la faisant reculer. Un hurlement strident résonne, et dans un ultime effort, je vois Eric se précipiter sur elle, mettant le feu à la cabane. La créature se contorsionne, ses cris se transformant en un hurlement inhumain. Puis, tout devient noir. Je me réveille dans un hôpital quelques jours plus tard. Mes blessures sont graves, mais je suis vivant. Les sauveteurs nous ont trouvés grâce à Eric, qui a réussi à allumer un feu de détresse avant de succomber à ses blessures. Marc et Sophie ont disparu sans laisser de traces. Philippe est mort sur le coup. Julie a survécu, mais elle restera traumatisée à vie. La police ne trouve aucune trace de la créature, seulement des cadavres d'animaux mutilés et des pièges rouillés. L'histoire du mont Endless est rapidement classée, les autorités préférant parler d'un accident tragique. Mais je sais ce que j'ai vu. Ce que nous avons affronté n'est pas humain.